Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré au féminisme dans la littérature jeunesse. Je suis Cécilia Lacour, journaliste pigiste à Livre Hebdo, et autour de moi aujourd'hui j'ai Laurence Faron, directrice de Talent Haut, Isabelle Péourtic, directrice éditoriale chez Actes Sud Jeunesse, Juliette Desbris, co-gérante de la librairie Un livre et une tasse de thé à Paris, Carola Strang, directrice éditoriale chez Nathan Univers Jeunesse, et Julia Pietri, fondatrice de Better Call Julia. Nous sommes ensemble jusqu'à peu près 12h45 pour échanger sur la manière dont le féminisme irrigue désormais la littérature jeunesse. Rien qu'entre 2017 et 2020, la production éditoriale consacrée aux femmes et au féminisme au rayon documentaire jeunesse a augmenté de 44%. On n'a pas de chiffres pour la fiction jeunesse, mais il y a fort à parier que celle-ci n'est pas épargnée par cette vague amplifiée par MeToo. Et c'est notamment ce qu'on va voir aujourd'hui avec vous. Je vais commencer par donner la parole à Laurence. Laurence Faron, vous dirigez Talent Haut, une maison indépendante créée en 2005 et diffusée par Harmonia Mundi. Vous avez un catalogue de presque 400 titres. Et vous êtes attaché à publier, je cite, des livres qui bousculent les idées reçues, comme l'indique votre charte éthique. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets de cet engagement de longue date ? Alors c'est effectivement un engagement de longue date à une époque en 2005 où parler de stéréotypes était quasiment impensable. La plupart des gens ne savaient pas exactement de quoi il s'agissait. Parler de féminisme était carrément un gros mot. Ça, en tout cas, ça nous coupait d'un certain nombre de publics, y compris des professionnels. D'où le slogan de la maison, des livres qui bousculent les idées reçues, qui n'est qu'une autre façon de dire des livres qui déconstruisent les stéréotypes. Donc depuis le début, Talent Haut s'est constitué sur cette idée forte que, y compris et surtout dans les livres pour enfants, il fallait s'attaquer à la question des stéréotypes sexistes. On pourrait croire effectivement que depuis 2017, quand on voit la profusion de livres sur le féminisme et sur le sexisme et l'égalité, c'est une partie qui est gagnée. Malheureusement, vous avez certainement lu, comme moi, le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, sur le 5e rapport, sur le sexisme en France, avec un constat absolument navrant que si le sexisme a maintenant été vraiment perçu par le grand public, si les mentalités, si les gens ont pris conscience en fait qu'il y avait un problème, il n'en reste pas moins que dans les faits, le sexisme est toujours à l'œuvre avec énormément de violence, plus de violence en fait qu'il y a quelques années, des écarts de salaire qui ne se sont pas réduits, un partage des tâches domestiques qui continue à être très inégalitaire. Et puis surtout, moi ce qui m'a frappé, c'est que c'est surtout dans la classe d'âge des 19-34 ans que le décalage entre la perception du sexisme et le sexisme dans la réalité est forte, comme si finalement rien n'avait changé, et notamment pour les jeunes, qui sont pétris de stéréotypes, qui pour beaucoup continuent à penser que les filles ne peuvent pas être des bonnes scientifiques, que c'est normal qu'elles élèvent les enfants, qu'il y a une différenciation dans le comportement affectif et sexuel qui est tout à fait justifiée, que leurs rôles sociaux et affectifs donc, sont genrés et que c'est normal. D'où des recommandations quand même très fortes de la part du Haut Conseil à l'égalité qui m'ont beaucoup frappée parce que finalement c'est très proche de la façon de travailler chez Talent Haut. Première recommandation, arrêter de genrer les jouets et on peut imaginer que ça va jusqu'aux livres pour enfants. Deuxième recommandation, éduquer à la sexualité. Et la troisième, lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune âge. Autant dire qu'on est très proche de la façon de travailler chez Talent Haut. Donc je tenais quand même à faire cette introduction pour dire que ce n'est malheureusement pas un combat d'arrière-garde. Si on m'avait dit en 2005 que je serais encore à défendre la nécessité de lutter contre les stéréotypes dans la littérature pour la jeunesse parce que les jeunes sont toujours sexistes, j'aurais été désolée, et je le suis d'ailleurs, mais ce n'est pas une raison pour ne pas poursuivre dans cette voie et s'attaquer notamment aux stéréotypes dès le plus jeune âge. Ce que nous avons fait en lançant, il y a maintenant 2 ans, une collection qui s'appelle Badaboom, Par terre les clichés, qui s'adresse aux tout petits, aux moins de 3 ans, comme vous le voyez, ce sont des tout cartons. L'idée, c'était que le sexisme, et notamment les inégalités et les stéréotypes, étaient aussi, et peut-être encore surtout, dans les livres pour les tout-petits, parce que beaucoup de personnes, notamment d'adultes et de parents, considèrent que dans les livres pour enfants, pour les tout-petits, il y a tellement d'images, il n'y a pas d'histoire, c'est tellement simple qu'il ne peut pas y avoir de stéréotypes. Mais bien au contraire.
puisque le stéréotype, c'est une image dure qui s'ancre dans l'inconscient de tout le monde et qui donc commence dès le plus jeune âge, dès l'enfance, dès qu'on peut toucher un livre, et je dirais même avant, puisqu'on sait que les mères ne s'adressent pas à leur enfant à naître de la même façon selon qu'elles savent que c'est un garçon ou une fille. Donc il y a vraiment un travail à faire très en profondeur et très en amont. D'ailleurs, les libraires, les bibliothécaires ne s'y sont pas trompés, puisque cette collection, qui compte maintenant 12 titres, est déjà très présente en librairie, en bibliothèque et dans les crèches aussi. Signe qu'il y avait vraiment un besoin de travailler sur les stéréotypes pour le plus jeune âge, comme dans l'exemple que je montrais, Ma poupée de Annie Zortier, illustrée par Maureen Poignonnec. On suit l'histoire d'un enfant qui joue à la poupée, qui promène son landau avec son poupon dedans, qui lui montre le camion poubelle qui passe, qui lui donne son biberon, lui raconte des histoires, lui fait prendre le bus, etc. Bref, il s'amuse bien, cet enfant, à jouer à la poupée. Et dans la dernière page, il croise une dame qui se penche vers lui d'un air très attendri et qui lui dit « Oh, que c'est mignon, tu joues à la maman ?» Et l'enfant de répondre « Non, je joue au papa ». Et donc on s'aperçoit qu'il s'agissait d'un petit garçon. Donc c'est une façon toute simple mais très pertinente et aussi ludique de dire que finalement jouer à la poupée c'est apprendre à être père et que la paternité ça s'apprend et que s'occuper des enfants ce n'est pas qu'un rôle féminin. J'aurais pu aussi vous parler des stéréotypes qui pèsent sur les épaules des filles. Par exemple, dans la même collection de Badaboum, Mon carrosse de Séverine Huguet, qui montre une fille en train de réparer, faire de la mécanique et customiser son carrosse, puisque c'est une princesse bien sûr, parce que c'est une fille, de façon à en faire un objet très dynamique et qui roule. Les petites filles aussi aiment beaucoup jouer avec des voitures jusqu'à ce qu'on leur dise que c'est pour les garçons. Voilà. Ou bien vous parlez aussi du droit qu'ont les filles de faire du bruit, de taper sur des casseroles et d'utiliser toutes sortes de jouets pour crier, chanter, chahuter. Comme tout enfant, elles ont envie de crier et souvent dans les cours, dans les classes, on leur dit « Chut, sois sage, ne fais pas trop de bruit », chose qu'on interdit beaucoup moins aux petits garçons. En effet. Donc pour les petits, c'est important de faire attention, je pense, dans nos publications, aux stéréotypes qui peuvent être véhiculés, souvent à notre corps défendant. Et je pense aussi, en tant que parent et éducateur, ne pas pérenniser des images qui sont des clichés. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça influe sur la construction de l'enfant, sur les projections qu'il se fait de son orientation scolaire et donc de son futur métier. Pour les plus grands, on peut travailler sur des sujets un peu plus complexes, comme c'est le cas dans la collection Livres et Égaux qui s'adresse aux enfants de 6 à 10 ans, avec l'exemple que j'ai choisi d'Isabelle Rossignol, illustrée par Eva Roussel, La guerre des jupes, qui raconte, ça se passe dans une cour de récréation, et on suit un groupe d'enfants qui jouent ensemble, et le jeu préféré des garçons, c'est le jeu de la jupe. Alors, je crois que si je parle du jeu de la jupe à toutes les dames qui sont ici, elles vont très bien comprendre de quoi il s'agit, puisqu'on en a toutes été victimes finalement. Ça consiste à soulever la jupe des filles. Vous me direz, c'est pas très méchant, il n'y a pas mort d'homme, hein, ça c'est clair. Mais il peut y avoir quand même un peu de traumatisme, et c'est justement ce que montre ce petit roman en apparence léger, mais qui dit des choses très profondes sur finalement le systémisme du sexisme qui s'exerce dès l'enfance avec ce jeu apparemment anodin jusqu'au viol. C'est un véritable continuum, et si on ne bloque pas les choses au début, on peut aller jusqu'à des situations très dramatiques. C'est tout à fait ce que montre le rapport que j'ai cité en commençant. Donc dans ce roman, les filles commencent par être choquées, apeurées, sidérées, paralysées, se mettre dans le fond de la cour, comme on fait souvent quand on est une petite fille, hein. Et puis elles font appel à l'adulte, qui est un peu déficient en l'occurrence, qui ne comprend pas bien le problème. La maîtresse punit le garçon, mais en fait le garçon se venge après en jetant la trousse dans les toilettes, donc c'est pas une bonne solution. Et elles finissent par s'unir. En fait, elles créent une espèce de sororité et elles vont expliquer au garçon que c'est pas très amusant et que si on lui baissait son pantalon, ça le ferait pas tellement rigoler. Et donc je trouve que c'est une façon très ludique et amusante de parler à la fois du systémisme, du sexisme et en même temps de la sororité et de l'utilité de dialoguer. Dans la collection Livres et Égaux, comme son nom l'indique, on aborde souvent les questions de stéréotypes et de sexisme.
Comme par exemple dans justement Une place dans la cour, c'est aussi une histoire de jeu dans la cour de récréation de Gaël Aymon, Joli cœur de Jovitek qui aborde la question de la sensibilité des petits garçons, ou Le grand bain qui parle des complexes et que partagent parfois les garçons et les filles, et donc de leur inutilité. Donc le systémisme du sexisme, c'est une question qu'il est important aussi d'aborder, tout comme la question des représentations, qui est bien sûr fondamentale, à la fois dans l'image et dans le texte. J'ai choisi pour vous en parler une petite série de bandes dessinées qui s'appelle Awa. Pour le moment, nous avons 2 tomes, Faut qu'on change le monde, tout un programme, et Les nuances de l'amour, non moins programmatique. On suit la vie d'une petite fille qui s'appelle Awa, qui habite à Liège, en Belgique, qui est dans une famille plutôt heureuse, avec un papa d'origine italienne, qui est infirmier, une maman d'origine guinéenne qui est galeriste d'art. Elle a une grande sœur, elle a des copains, des copines, et elle a un sacré franc-parler qui l'amène à poser des questions aux adultes et à mettre le doigt sur ce qui fait mal, sur les questions qui portent sur le racisme, sur le sexisme, mais aussi sur le conformisme des adultes qui ne se posent plus de questions, justement. Donc pour moi, c'est un peu le contre-modèle de Mortelle Adèle. Elle a son franc-parler, mais elle est toujours bienveillante, elle est toujours quand même à l'écoute, et elle a certes des souffrances et des histoires douloureuses, notamment dues à sa différence de couleur de peau dans un monde blanc. Hein, ça se passe en Belgique, hein, on n'est pas en Afrique. C'est pas de l'exotisme, on est vraiment dans la vraie vie d'une petite fille comme beaucoup d'autres. Et c'est ce franc-parler qui l'amène à déconstruire finalement et à accompagner le lecteur et la lectrice dans sa réflexion sur le racisme, le sexisme et le conformisme des adultes. Donc les personnages secondaires eux aussi sont particulièrement travaillés par l'autrice Zélia Abadi et l'illustratrice Gwenaëlle Doumont, que je n'avais pas encore citée je crois, qui ont pris soin bien sûr de représenter les adultes dans des situations non stéréotypées. Elles ont 2 tantes, Awa a 2 tantes qui sont homosexuelles, elles ont comme à l'école elles ont un éducateur et pas une éducatrice. Vous avez noté que les métiers des parents par exemple sont relativement peu conformistes et en tout cas pas genrés. Donc c'est toute cette attention aux détails aussi qui est très importante pour travailler sur les représentations, notamment pour cet âge-là. Pour les plus grands, dans la collection Ego, qui a maintenant une dizaine d'années, hein, qui avait été inaugurée en 2013, par Mauvaise connexion de Jovitek, qui aborde la question du harcèlement sur Internet, qui est un livre qui est toujours très demandé, à croire que là aussi les choses n'ont pas beaucoup évolué. Donc c'est une collection qui compte une 30aine de titres, qui aborde des questions d'identité adolescente, de sexisme, mais aussi de sexualité de plus en plus. Je pourrais vous citer par exemple l'un des derniers apparus dans la collection, Une année pour toujours de Lucille de Péloin, ou bien encore Corps de fille de Marilène Fouquet. Et je vais vous présenter plus précisément En couple de Colline Pierret, mais je crois que c'est elle qui va prendre la parole pour commencer sur ce livre. Introverti. La confusion des sentiments de Stefan Zweig. J'écris pour l'ado que j'étais et pour les ados d'aujourd'hui. Paradoxal. Je vais dire féministe, c'est un peu évident. Contemporaine. J'espère bientôt inutile. J'aurais
pas vraiment dit mieux que Colline, qui, vous le savez peut-être, est aussi éditrice, monstrographe. Elle écrit aussi pour les adultes, puisqu'elle a publié une biographie apocryphe de Sylvia Plath intitulée Pourquoi pas la vie à l'Iconoclaste. Et en jeunesse, au Rouergue, Romy et Julius, une revisitation très libre de Shakespeare. Dans le roman En couple, donc dont elle n'a pas parlé, mais moi je vais en parler à sa place, elle raconte l'histoire d'un jeune couple de 17 ans, un jeune couple hétérosexuel, un garçon et une fille qui s'aiment, qui construisent leur histoire d'amour de manière très harmonieuse et sans accroc majeur. Ils échangent beaucoup, ils sont dans la sensualité, ils découvrent leur première fois ensemble. Mais sous la pression du groupe des pères, et notamment des copines, ils sont de plus en plus vus comme une entité, comme un couple qui n'a plus son autonomie. Et la jeune fille, notamment, se pose beaucoup de questions sur comment rester libre dans un couple, comment rester soi-même, comment ne pas être qu'une moitié d'une entité toujours assimilée à l'autre. Elle va aller jusqu'à la rupture avec ce garçon que pourtant elle aime pour tester son autonomie, sa liberté, la reprendre et peut-être plus tard lui revenir, on ne le sait pas. Donc c'est un roman qui aborde la question bien sûr de la sexualité, de l'amour, mais aussi de la liberté et du féminisme, puisque bien sûr c'est quand même une question qui se pose surtout aux jeunes femmes. Un regard novateur et salvateur sur le couple, un livre essentiel et un gros coup de cœur d'Simon Roguet de la librairie Emlir à Laval. Je partage tout à fait son avis. Voilà, donc dans la collection Ego, Des mots qui me parlent, qui est le slogan de la collection et qui dit bien qu'on veut s'adresser non seulement aux ados, mais qu'il y a un véritable retour de lecteurs et de lectrices, ce qui est le cas vraiment depuis 10 ans avec cette collection dont on a modifié les couvertures récemment pour aller vers ces très belles couvertures illustrée par Anne Pommel. Et enfin, j'ai fait une espèce de chronologie, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait vrai, parce que pour parler du sexisme et des stéréotypes, il faut aussi rendre aux femmes leur place, leur visibilité. Et c'est l'idée qui a prévalu lorsqu'on a lancé la collection Les Plumées il y a maintenant 5 ans. On a commencé à y travailler il y a 5 ans. L'idée, c'était de répondre à la question que moi je me suis posée, mais pourquoi est-ce que je suis incapable de citer autant de noms d'autrices que je peux en citer d'auteurs, alors qu'a priori je suis lectrice, éduquée, on va dire, féministe, et que je devrais donc pouvoir citer beaucoup de noms d'autrices. Or, j'en trouvais assez peu. Maintenant, j'ai progressé beaucoup grâce à la collection Les Plumées, puisque c'est une collection qui a pour vocation de rechercher, retrouver, rééditer, remettre en lumière des œuvres du matrimoine, donc écrites par des femmes et qui ont été oubliées, passées sous silence, jamais rééditées, jamais réimprimées, jamais mises dans les anthologies, encore moins dans les programmes scolaires. Donc il y avait vraiment du travail pour les retrouver. On a fait un gros travail depuis quelques années, puisqu'on a déjà un bon nombre de titres dans la collection. Et qu'on continue à y travailler, mais croyez-moi, il y a largement de quoi faire pour tout le monde. Lisez-les, vous ne pourrez plus les oublier, donc c'est Les Plumées. Le prochain titre à paraître avec cette nouvelle maquette, c'est une œuvre de Constance de Salm, publiée en 1824. Alors Constance de Salm, c'était une essayiste, on dirait aujourd'hui une intellectuelle, très brillante, très écoutée en son temps. Mais quand même, on la traitait un petit peu, pas de bas-bleu parce que ce n'était pas le terme à l'époque, mais on la prenait quand même pour une femme insensible. Et voulant répondre à ces reproches d'insensibilité, elle a écrit ce roman épistolaire, 24 heures d'une femme sensible. Vous noterez au passage que Stefan Zweig s'est largement inspiré au moins du titre, et où elle raconte une histoire de passion amoureuse, de jalousie. Elle a vu son amant partir au bras d'une autre femme et elle va passer par tous les états de la jalousie, le désespoir, la tristesse, la colère, l'empathie aussi, et donc toutes les couleurs de la passion, jusqu'à finalement s'apercevoir que c'était un malentendu. Donc c'est un happy end assez étonnant. C'est une œuvre très littéraire, très enlevée, qui nous a fait penser à Mon mari de Maud Ventura, à tel point qu'on lui a demandé de préfacer 24 heures d'une femme sensible, puisque dans la collection Les Plumées, toutes les œuvres des autrices du matrimoine sont préfacées par des préfaciers et préfacières d'aujourd'hui, connaisseurs de l'œuvre ou ayant une sensibilité proche de celle qu'on a choisie. Donc ce sont des lectures qui sont destinées aux lycéens et lycéennes, mais qui sont en règle générale au rayon littérature générale, poche. D'accord.
Voilà. Donc pour conclure, j'aimerais juste dire que finalement, le féminisme en littérature pour la jeunesse, pour moi, c'est vraiment pas des sujets. Enfin, je crois que j'ai été assez claire sur la question. On ne traite pas des sujets féministes. En fait, c'est plus une façon d'éditer, une façon de travailler, et qui implique tout le monde. Évidemment, toute l'équipe de Talent Haut. En général, on n'est pas chez Talent Haut par hasard, mais qui implique aussi beaucoup les auteurs et les autrices, parce que retravailler sur le vocabulaire, arrêter de systématiquement appeler une femme de plus de 50 ans une grand-mère, par exemple, pour ne pas sous-entendre mère, donc injonction à la maternité, ou bien travailler sur les représentations, notamment pour les illustrateurs et les illustratrices, qui doivent trouver une façon de représenter une femelle ours sans lui mettre des grands cils maquillés, ou un tablier domestique, ou avoir une ribambelle de petits oursons. Tout ça, c'est un travail qui bouscule en fait la façon d'illustrer aussi. Et puis ça implique aussi, bien sûr, les prescripteurs et prescriptrices, que sont les professeurs, les professeurs documentalistes, les bibliothécaires, les libraires, les lectrices. Et donc, c'est ce qu'on a voulu dire avec cette affiche que nous proposons pour le 8 mars et qui propose à toutes les lectrices, mais à tout le monde, en fait, de se mettre debout grâce au livre. C'est faire attention à tous les détails dans les livres aussi. Voilà. Hop, je vais replier. Je vous remercie. L'affiche. Merci à vous pour cette présentation très complète. Je vais passer la parole à Isabelle Péourtig. Vous êtes donc directrice éditoriale chez Actes Sud Jeunesse. Lors de la préparation de ce webinaire, vous me disiez éditer des livres à vocation féministe depuis longtemps, mais de le faire un petit peu à bas bruit. Et que depuis quelques années, vous l'affirmez très clairement. Et ça se voit notamment dans le titre des livres, à commencer par exemple, je le vois là sous les yeux, changer les règles. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Oui, alors effectivement, sur la ligne éditoriale, Actes Sud Jeunesse, qui s'appelait avant Actes Sud Junior, a toujours été un éditeur militant. Voilà, on a toujours milité dans les livres pour une égalité, pour un traitement, pour effectivement aller au-delà des stéréotypes. Il y a notamment, historiquement, dans notre catalogue, la réédition des albums de la collection du côté des petites filles, les albums d'Adela Turin et de Nela Bosnia, qui étaient des albums extraordinaires en termes de pensée, les rapports entre les filles et les garçons, en termes d'éducation, en termes de donner aux filles plus d'autonomie à une époque où c'était encore moins évident que maintenant. Donc ça c'était déjà une première affirmation d'une volonté, entre guillemets, féministe de publier des livres pour la jeunesse et de parler aux enfants. Et ensuite, bon, ça s'est décliné dans beaucoup de livres, d'albums, où les filles étaient vraiment mises en avant. Mais bon, effectivement, toujours dans une continuité qui faisait qu'on n'échappait pas non plus à certains stéréotypes. Pas non plus, enfin, il faut aussi faire son autocritique à certains moments. Dans le documentaire, on a beaucoup avancé dans ce sens-là. On a publié en 2011 la parité dans la collection À Petits Pas de Karina Loire, donc, qui était un des premiers documentaires qui parlait de cette question-là. Et moi, ça m'avait paru absolument évident à ce moment-là justement de mettre au jour cette idée que il y avait beaucoup de choses à faire dans la vie de tous les jours, dans l'éducation, à l'école, enfin, pour que sans parler d'égalité, on avait beaucoup d'ailleurs travaillé sur le titre entre égalité et parité, et puis finalement on était arrivé à parité, parce que pour nous c'était effectivement ne pas être forcément semblable, mais en tout cas avoir les mêmes chances. C'était vraiment ça l'idée de ce livre. Et puis effectivement, plus récemment, on a un peu mis parce il y a aussi une tendance un peu générale dans l'édition, dans la société, qui est très bien, et on en est qu'au début, et certainement il faut avancer. Moi, je pense aussi beaucoup du côté de l'éducation des garçons. Mais en tout cas, pour ce qui est d'essayer de redonner une place aux filles dans la société, et puis de leur donner des outils
Donc voilà, c'est un peu l'idée qu'on a, nous, dans ce qui n'était pas au départ une collection, mais qui est en train de le devenir, qu'on appelle, nous, entre nous, les petits docs ados. Donc il y a ce livre voilà, dont je vais vous parler. Donc j'ai choisi aujourd'hui de ne parler que de livres pour ados. Bon, c'est un parti pris parce que je trouve qu'il y a... c'est là qu'on peut dire le plus de choses, expliquer le plus de choses, et puis qu'on a un public aussi qui est vraiment de plus en plus réceptif. Même si effectivement les études montrent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc changer les règles, alors il y a eu quelques ouvrages qui sont parus sur cette question, sur ce sujet des règles, ce qui est très bien, parce que jusqu'à il y a 5 ans, il n'y en avait pas du tout. Changer les règles, c'était tout est dit dans le titre, c'est-à-dire expliquer comment... parce que quand on a ces règles, quand on est une petite fille, qu'on a ces règles pour la première fois, la première chose qu'on nous dit, c'est « maintenant tu es une femme ». Donc avoir ces règles, c'est le point de départ du vécu féministe qu'on partage toutes ici, du vécu de femme, qui implique tout un tas de choses, et notamment qui implique une sorte de contrôle de notre vie, autour effectivement de la reproduction, de la non-reproduction, de la sexualité, de la non-sexualité, de tout un tas de choses qui sont effectivement contenues dans ce phénomène physiologique bizarre, si on y réfléchit, que sont les règles. Et donc les règles, elles servent. Et moi, ce mot, j'y réfléchissais là en venant. Bon, effectivement, les règles, c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est un peu, c'est ça ce que le mot signifie, mais c'est aussi une régulation. C'est une régulation du corps féminin. C'est aussi un contrôle du corps féminin par les hommes. Et donc, ce qu'on explique dans ce livre, c'est comment ce phénomène complètement naturel des règles est considéré comme tabou, géré par les religions, géré par la société en général, fait que la jeune fille ou la femme est mise à l'écart dans certaines sociétés à ces moments-là du mois, qu'elle doit se cacher, que dans toutes les sociétés on doit se cacher pour gérer les protections, qu'on est confronté à tout un tas de questionnements, de problèmes que jamais les hommes ne vont rencontrer et dont ils se désintéressent absolument, voilà, et qui visent simplement à poser le statut de la femme et de la jeune fille dans un groupe social. Donc c'était vraiment ce qui m'intéressait là, ce côté-là, et puis aussi montrer le côté pratique, ce que ça implique, ce que ça peut donner comme douleur, comment on gère ça au jour le jour, l'impact que ça a en général sur la vie et sur la sexualité. Et quand on est une jeune fille, je trouve que c'est... moi, ça m'aurait vraiment... j'aurais beaucoup aimé avoir un livre comme ça à ce moment-là, parce que il faut quand même se rendre compte que c'est un moment parfois de grand désarroi, et surtout quand l'éducation sexuelle n'a pas été à la hauteur. Donc voilà, et dans cette collection-là, le premier titre qu'on avait publié, c'était un titre de Nadia Leila Aissaoui, illustré par Edith Caron, parce que je souligne quand même que ce sont des documentaires illustrés, contre le harcèlement sexuel. C'était l'idée de présenter tout ce qui a trait à la sexualité des adolescents à travers un abécédaire, parce que c'est présenté comme un abécédaire de lettre en lettre et de sujet en sujet. On passe à travers tout ce qui questionne les adolescents dans leurs rapports amoureux et qui peut mener à des situations de harcèlement, que ce soit du harcèlement des situations d'emprise ou des situations de viol carrément, ou des situations d'inceste. Voilà. Tout est à peu près, on a à peu près essayé de couvrir toutes les situations que pouvaient rencontrer les adolescents, mais en ne les hiérarchisant pas. C'est-à-dire que, par exemple, dans la première lettre, on a adolescence, et puis on a le A comme amour, le A comme amitié, et le A comme abus sexuel. Tout ça permet en fait d'avoir une vue transversale
sur toutes ces questions de rapport amoureux. Et c'est beaucoup vu, effectivement, du point de vue des jeunes filles, beaucoup plus que du point de vue des garçons, c'est vrai. Et ça permet aussi de donner des ressources, de donner des pistes pour essayer de comprendre la situation dans laquelle on se trouve ou dans laquelle ses amis se trouvent et pour explorer d'autres possibilités et trouver des gens qui peuvent nous aider parce qu'on n'est pas toujours effectivement là aussi en capacité à un certain âge de s'aider soi-même. Donc voilà, c'est un livre qui aborde vraiment à la fois la sexualité, mais vraiment sous le plan de la dépendance et comment on peut se retrouver dans certaines situations, comme ça, parce qu'on a été manipulé, parce qu'on soi-même on se dévalorise, et comment en sortir. Et le troisième livre de cette collection dont je voulais parler, C'est quoi mon genre de Hortense Lasblaise et illustré par Annelise Boutin. Parce que là aussi, la question du genre, elle est complètement liée pour moi à la question féministe. Même si elle a été vraiment, elle apparaît maintenant dans le grand public, elle a été longtemps... c'est vrai que dans le féminisme, la vague féministe précédente, la question du genre n'était pas autant traitée que maintenant. Même s'il y avait eu des études sur le genre dans les années 60, c'était pas au centre des revendications féministes. Il me semble. Et alors que maintenant, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont vraiment liées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer à la fois la question du genre sans considérer la question féministe et vice-versa. Donc pour moi, c'était important d'essayer de comprendre de quoi on parlait. Parce que dans ma génération, effectivement, j'avais lu Simone de Beauvoir, mais c'était pas aussi prégnant, et le fait de se questionner sur son genre, moi ça ne m'était pas apparu aussi évident. Et donc moi-même me posant cette question-là, observant autour de moi ce qui se passait, j'ai eu envie aussi qu'on en parle dans cette collection. Et donc l'idée, c'est effectivement là aussi de donner une aide, de donner des pistes, de faire parler des jeunes gens et jeunes filles qui sont dans une phase, dans une transition, de leur faire raconter leur parcours de façon, depuis leur enfance jusqu'au moment où ils en sont, quel que soit ce moment, parce que dans une transition, il y a plein d'étapes qui sont plus ou moins faciles, qui sont souvent d'ailleurs plus difficiles que faciles. Et pour moi, c'était vraiment intéressant de comprendre, et je pense que les adolescents, beaucoup d'adolescents aujourd'hui savent de quoi on parle, pour eux ça leur parle vraiment. Et là aussi, moi je pense que j'aurais bien aimé dans mon adolescence avoir ce genre de réponse. Et des questionnements qui sont, je pense, qui sont universels, qui touchent vraiment tout le monde. Donc ça c'est vraiment les trois titres que je voulais mettre en exergue dans cette collection. Et puis, je ne pouvais pas non plus ne pas parler de la collection Ceux qui ont dit non. Donc c'est une collection qui a commencé chez nous en 2005. Qui est dirigée par Muriel Zac, qui a créé autour de cette idée de Ceux qui ont dit non, tout un collectif d'auteurs et d'auteurs qui ont une affinité particulière avec un personnage. Donc ici, j'ai choisi de parler du personnage de Gisèle Halimi, que Jessie Magana dont Jessie Magana a raconté le parcours. Donc à la fois, ce qui est récurrent dans cette collection, c'est qu'il s'agit de romans historiques, donc il y a toujours une part de fiction. Et puis, à la fin du livre, on a un petit dossier documentaire qui élargit la question, qui évoque d'autres personnages. Et puis, à chaque fois, le personnage est raconté au prisme de la thématique. Donc ici, effectivement, Gisèle Halimi,
qui est une avocate très connue, qui a été très militante dans les mouvements féministes et qui a notamment été l'avocate de 2 jeunes filles qui avaient, dans les années 70, subi un viol et qui ont eu la plus grande difficulté à se faire entendre et à faire que leurs violeurs les punissent. Après, on connaît aussi Gisèle Halimi à travers l'histoire du procès de Bobigny, où elle avait défendu une jeune fille là aussi violée et qui avait dû se faire avorter suite à ce viol. Donc voilà, c'est cette question-là du viol et de comment et du consentement et à quel moment on est, tout ça au prisme aussi de l'affaire de Dominique Strauss-Kahn qui a été un peu à l'origine, qui était beaucoup à l'origine effectivement des nouveaux mouvements qu'on connaît maintenant. Donc c'était vraiment pour moi important de parler de ce personnage, mais j'aurais pu aussi évoquer Angela Davis, j'aurais pu évoquer George Sand. Il y a combien d'ouvrages par nom dans cette collection? Alors il y a une 50aine d'ouvrages. D'accord. Dont à peu près la moitié effectivement consacrés à des personnages féminins. Et effectivement, on s'aperçoit, maintenant qu'on a pas mal de distance et qu'on a beaucoup travaillé avec Muriel sur tous ces personnages, et c'est sur des périodes longues de l'histoire, et on s'aperçoit finalement que les femmes ont joué des rôles vraiment, mais plus qu'importants, vraiment majeurs dans toutes les luttes finalement qui ont agité le monde. Voilà. Et bon, je pouvais pas. Alors on a un fil conducteur aujourd'hui, je pense, qui est Jovitech. Et donc Jovitech, j'avais envie de parler de ce roman, Les Errantes, qui est paru à l'automne. Parce que dans son œuvre, il y a effectivement, dans l'œuvre de Jovitech, il y a effectivement une sensibilité, plus qu'une sensibilité, ça irrigue un peu tous ses livres, la question du féminisme. Mais dans celui-ci, c'est un peu une concentration finalement. Elle a travaillé elle s'est basée sur les travaux de Michel Perrault et Georges Duby sur l'histoire de la femme en Occident. Et donc il y a un parti pris effectivement comme ça où on survole plusieurs siècles, depuis le Moyen-Âge jusqu'à maintenant, à travers l'histoire de 3 jeunes filles qui se trouvent habitées côte à côte dans un immeuble, donc 6e étage, au niveau des chambres de bonne d'un immeuble parisien, et qui vivent chacune de leur côté, qui vivent des expériences, d'apparition, de spectres, de femmes alors il y en a une, c'est les jeux vidéo, donc elle se retrouve dans une situation dans les années 30 dans une maison gérée par les sœurs du Bon Pasteur pour les filles de mauvaise vie. Il y en a une qui se trouve confrontée avec des voix qui viennent du Moyen-Âge, de jeunes nonnes qui chantent comme ça des chants religieux. Et il y en a une qui se trouve confrontée à la figure d'une artiste danoise du 19e siècle. Et tous ces parcours de femmes qui sont des femmes qui souffrent à chaque fois et qui répondent à des jeunes filles de maintenant qui souffrent aussi, donne une espèce de concentré de tout ce qu'ont subi les femmes depuis la nuit des temps. Et je trouve qu'elle a réussi ça de manière... Alors, parce que la fois, c'est un thriller, c'est quelque chose où on a peur, on vibre, c'est romanesque à fond. Mais en même temps, c'est du pur féminisme. Vraiment, pour moi, dans tout ce que la littérature jeunesse peut exprimer.
Jovitech. Voilà, Jovitech. Je vais terminer là-dessus. Merci Isabelle. Je vais passer la parole à Juliette. Juliette, vous avez ouvert avec Annabelle Chauvet la librairie et Salon de thé, un livre et une tasse de thé, place de la République, enfin juste à côté, à Paris. Vous avez ouvert votre librairie en novembre 2020. Et vous avez à peu près 8000 références, dont une jolie part réservée au féminisme, et dont un rayon jeunesse. Donc vous voyez probablement plein d'ouvrages passer entre vos mains tout le temps. Est-ce qu'il y a des titres qui ont particulièrement attiré votre attention depuis que vous avez ouvert votre enseigne? Oui, merci Cécilia, pardon. Nous, effectivement, on est une librairie spécialisée en féminisme, au pluriel, et l'idée est qu'on est généraliste, c'est-à-dire qu'on a à la fois des essais, mais aussi de la fiction et des livres jeunesse qui reflètent du coup notre positionnement politique et féministe. Et ça nous semble parfaitement cohérent et extrêmement important que les livres dédiés aux plus jeunes soient féministes, puisque effectivement, comme vous l'avez toutes les deux souligné, il y a encore beaucoup de travail là-dessus, et j'ai l'impression que ce tournant en littérature jeunesse est assez récent, de prendre la question féministe à bras-le-corps. Et c'est ce que font de nombreuses maisons d'édition, on a un joli panel aujourd'hui, et ce que font aussi des toutes jeunes maisons d'édition, notamment On ne compte pas pour du beurre, qui a été créé à peu près en même temps que notre librairie, certainement le signe effectivement d'une nécessité, et qui reprend du coup à son compte un certain nombre de combats féministes pour les plus petits. Donc j'ai apporté des livres pour vous montrer. Alors, j'en ai plein. Mais on peut commencer par Il était une autre fois, qui est du coup un ouvrage qui est sorti là à la fin de cette année 2022 et qui reprend des contes de notre enfance bien connus et qui détournent le genre des personnages principaux, les aventures, pour en faire des histoires féministes où d'autres représentations se mêlent. Donc c'est un texte d'Anne-Fleur Multon et des illustrations de Célia Housset. Célia qui attache une importance particulière à ce que les dessins soient particulièrement colorés et romanesques, et avec cette part de fantastique et de féerique, pour que ce livre ne soit pas qu'un livre qui décide de déconstruire les stéréotypes, mais aussi un livre beau et agréable à regarder. On peut remercier Célia pour ça. Cette maison d'édition, donc On ne compte pas pour du beurre, fait aussi un certain nombre de livres dont la thématique principale n'est pas le féminisme ou l'homoparentalité ou, je ne sais pas, la transidentité, mais chercher à ouvrir des horizons. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans La Voix bleue de Caroline Fournier et Caroline Storm. L'idée de ce livre, c'est que Lila et sa copine vont passer une après-midi en forêt, et elles vont à la recherche de créatures fantastiques. Elles veulent trouver des fées, mais elles vont se trouver confrontées à un monstre de plastique. Et elles vont devoir affronter ce monstre à coups de sac poubelle notamment. Et voilà, l'intérêt de cette histoire, c'est que l'homoparentalité des mères de Lila est en arrière-plan, et voilà, ça fait partie de leur normalité, de leur quotidien. C'est pas questionné dans le livre, c'est un fait. Un fait, pas un sujet. Exactement, c'est un fait, pas un sujet. Et c'est ce qu'on aime bien nous retrouver aussi en littérature jeunesse, c'est que c'est bien que les féminismes soient au cœur du livre, mais aussi que ça soit une partie de la normalité, comme on aime bien le retrouver aussi en fiction adulte. Et c'est ce que fait aussi les éditions Cambourakis, avec notamment cette collection qui pour le moment a trois titres, Karl et Elsa, chez Cambourakis, qui rencontre un très très grand succès, notamment je pense grâce à ses illustrations très colorées. Et l'histoire de ces
ces deux enfants, Karl et Elsa, qui sont amis. Et il n'y a vraiment aucune ambiguïté. Ces enfants ne se posent pas la question de savoir s'ils sont amoureux, s'ils sont, voilà, ils sont amis. Et ils rencontrent des aventures, ils partent dans leur imaginaire complètement sans aucune question genrée ou de questionnement de comment on pourrait créer des histoires avec des rôles particuliers pour chacun, sans drame, sans questionnement de genre particulier. C'est ça qu'on aime beaucoup aussi. Voilà en gros pour ces histoires-là. Après, on peut souligner aussi chez Cambourakis un livre qui est chez nous un grand succès, mais qui je crois est un succès d'édition, qui est sorti maintenant il y a quelques temps, en 2018, comme 1 million de papillons noirs. C'est l'histoire donc d'une petite fille qui est moquée par ses camarades au sujet de ses cheveux bouclés, crépus. Et au fil de l'histoire, elle va découvrir comment dépasser ces moqueries et comment découvrir la beauté de ses cheveux. Donc c'est un texte de Laura Nsafou qu'on apprécie beaucoup et qui écrit aussi pour les adolescents. Et Barbara Brun qui illustre magnifiquement ce livre. J'ouvre au hasard, mais toutes les pages sont magnifiques. Et le livre est une référence sur la question justement de comment apprivoiser ses cheveux crépus, mais aussi sur l'acceptation de soi de manière générale, sur la différence. Et on remarque que si ce titre est aussi présent dans nos rayons en librairie et j'imagine aussi en bibliothèque, c'est que, alors il est magnifique, mais aussi il n'y a pas eu énormément depuis 2018 d'autres livres aussi forts sur la question, aussi tendres, aussi bien écrits et aussi justes et sans grand pathos. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes non plus pour les enfants, ce qu'on voit parfois en édition. Je continue. Je vois que vous avez encore des... J'en ai encore, j'en ai plein partout. Parce que là, du coup, je crois qu'on va passer... Là, on était sur de l'illustré, là, on va passer à de la littérature plus pour les adolescents. Et je voulais mettre en avant, du coup, La Maison du Rouergue, qui fait toujours de très beaux romans pour les adolescents et les adolescentes. Et cette trilogie, encore une trilogie, d'Audrey Bischoff, qui s'appelle Les Mésanges, dont le premier tome est sorti l'année dernière, Abby, et le deuxième, Lila, qui est sorti là cet hiver, et le troisième, on l'espère très bientôt, qui s'appellera Jade. Pardon, je crois que j'ai touché mon micro. Et c'est l'histoire de 3 jeunes collégiennes à qui il arrive tout un tas d'aventures, mais des aventures somme toute assez communes. Et c'est vraiment le texte et la plume d'Audrey Bischoff qui fait la différence, qui décrit avec tendresse les personnages de ces jeunes filles qui n'ont rien en commun, mais qui vont se retrouver sur pas mal de sujets finalement. Et sur ces questionnements adolescents relatifs effectivement au corps qui change, qui évolue, qu'on apprivoise différemment en fonction de sa personnalité et le rapport aussi bien sûr aux parents et à l'éducation qu'on reçoit. D'accord, donc assez complet en fait. C'est ça, exactement. Et j'ai choisi du coup tous ces livres de fiction parce qu'effectivement il y a une importance de la fiction dans l'apprentissage du féminisme. Et qui nous semble extrêmement important et qui effectivement ne se retrouve pas nécessairement dans les œuvres comme ça qu'on pourrait trouver classiquement, comme vous le disiez. Souvent pour les petits, effectivement, on va retrouver des stéréotypes de genre qui se cachent dans nos livres. C'est certainement dû au fait qu'effectivement la littérature est éditée par des hommes fréquemment blancs et qui vont du coup reproduire un certain nombre de stéréotypes, peut-être même sans s'en apercevoir. Mais il est temps de changer ça et qu'on ait plus d'éditrices et d'éditrices aussi issues de minorités, ce qui est une grosse question en termes d'édition pour la jeunesse, il me semble. Aujourd'hui, là, on a vu des exemples et j'aime beaucoup notamment Ma Poupée avec ce petit garçon absolument adorable. Mais c'est vrai que la représentation des personnes noires et des personnes racisées de manière générale est une vraie question en littérature jeunesse. Et je pense qu'elle doit être prise à bras-le-corps parce que c'est quelque chose, nous, en tant que libraires, quand on choisit nos livres, qui nous touche particulièrement.
voilà, c'est la question. Le féminisme a ouvert un certain nombre de questions, de réflexions et de prises en compte. Voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour bien représenter absolument tout le monde et de la manière la plus juste possible, en effet. Tout à fait, oui. Et effectivement, c'est encore en chemin et on voit qu'on n'y est pas tout à fait. Ça arrivera peut-être. Ça arrivera peut-être, mais sur les milliers de pages de catalogue qu'on reçoit, on voit beaucoup de petites têtes blondes, ce qui est très mignon, mais on aimerait aussi voir d'autres représentations et l'importance du modèle en littérature est vraiment, je crois, quelque chose de crucial, en tous les cas qui est au cœur des débats et qui nous pose question. Et si je peux terminer sur un documentaire. Allez, un dernier. Un petit dernier, rapidement, promis, j'en dis pas plus que 2 mots, aux éditions Gallimard, donc sur cette petite série du coup documentaire qui se répond bien avec celle que vous avez présentée chez Gallimard Jeunesse, de Rowan Ellis et Jackie Sheridan, et traduit par Nora Boisouni, Queer et Fier, qui est un petit manuel qui s'adresse aux filles et qui fait une grande part aux femmes trans également, pour découvrir sa sexualité et une sexualité queer qui sortirait peut-être de ces normes hétéronormées, dont aussi on parlait avec Colline Pierret il y a quelques instants En couple. Voilà, c'était mes petites présentations. Merci beaucoup pour cette intervention, Juliette. Je vais passer du coup maintenant à Carola Strang. Vous êtes donc directrice éditoriale chez Nathan Univers Jeunesse. Vous dites vouloir montrer comment un éditeur grand public a son rôle à jouer auprès des tout-petits, et ce, dans tous les domaines du livre jeunesse. Comment cela se manifeste-t-il concrètement dans votre catalogue ? Je crois que c'est un travail quotidien. On a une équipe essentiellement d'éditrices qui ont de 25 à 59 ans. Elles sont toutes à leur manière féministes et engagées dans le fait de publier des livres qui contribuent à l'épanouissement des enfants, que ce soit sous la forme de la littérature, que ce soit sous la forme du livre éducatif ou du livre d'éveil. C'est pour ça qu'on réalise des livres, et donc c'est vrai que notre travail est de contribuer à apporter des éléments rendant une vie autonome, épanouie et égalitaire, puisque c'est bien l'enjeu. Le féminisme, chez nous, il est présent à différents degrés dans l'édition, et bien entendu avec un certain nombre de textes ouvertement féministes. On publie en termes de littérature depuis au moins une quinzaine d'années des romans explicitement féministes. Beaucoup d'entre eux n'ont pas eu de succès, évidemment, parce que soit ils étaient trop tôt, soit ils étaient trop radicaux, soit ils n'ont pas été compris par les libraires. Mais on a continué et persévéré dans cette voie-là, que ce soit d'ailleurs des féminismes d'Européens blancs ou de diversité ethnique. C'est aussi une voie qu'on a largement développée en littérature depuis de nombreuses années maintenant. Donc c'est vraiment le travail qu'on mène depuis longtemps. Là, on a fait une sélection en équipe, bien entendu, puisque je ne suis là que seule, mais on est toute une équipe, de 4 titres qui nous paraissent emblématiques de la manière dont nous, on travaille, et on veut contribuer à l'expansion, au développement du féminisme chez les filles et chez les garçons, parce que je crois que l'enjeu, c'est bien entendu que ce soit les filles et les garçons. Alors évidemment, je suis totalement d'accord avec vous sur l'importance essentielle de la littérature. Et le premier texte qu'on a choisi, donc on va retrouver Jovitech, qui est effectivement le fil conducteur d'aujourd'hui, mais qui est une des grandes autrices françaises aujourd'hui sur ce sujet, et qui a bien voulu, je crois qu'il faut que je le montre un peu plus comme ça, voilà, écrire dans cette collection Court Toujours que nous avons lancée il y a maintenant 3 ans, qui est une collection importante. Ce sont des romans courts destinés à tous les lecteurs, y compris aux peu lecteurs, qui est soutenue par les libraires, et je les en remercie, mais qui est aussi soutenue par les bibliothécaires, les documentalistes et les enseignants de français. Donc des romans courts qui font 48 pages environ, et qui vont s'adresser y compris à ceux qui sont relativement peu lecteurs, et on sait très bien qu'à l'adolescence, c'est important. Donc cette collection, qui est notamment très lue, par exemple, dans les lycées d'enseignement technique, et c'est un point sur lequel on est très fiers, et qui peut se lire de différentes manières. On peut l'écouter aussi bien que le lire sur son téléphone ou le lire en papier. On confie à des grands auteurs et autrices jeunesse d'aujourd'hui des sujets, des thématiques dans lesquelles ils peuvent s'exprimer sous la forme de ce roman court. Donc Jovitech nous présente ce texte « J'entends des pas derrière moi ». On suit 1 heure dans la vie d'une fille,
une fille ordinaire, Dina, 16 ans. Il est à peu près minuit, elle rentre de chez elle après une soirée qui ne s'est pas très bien passée. Évidemment, sa copine l'a plantée parce qu'elle est partie avec un garçon et donc elle se retrouve à devoir rentrer toute seule. Bon, il y a bien un garçon qu'elle a vu, qui lui a proposé de la raccompagner, mais elle ne le sent pas du tout. Donc elle décide de rentrer seule, à pied, évidemment. Il fait froid, il fait nuit, elle a mal aux pieds parce que les chaussures de sa copine, elles sont atrocement douloureuses. Donc Dina marche assez vite, elle est pressée de rentrer, il y a peut-être une demi-heure à suivre. Et puis, elle entend des pas derrière elle. C'est le début et c'est le titre. Tic, 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 tac, tac, tac. Et là, la machine à angoisse commence à se déclencher. Et tout le livre est construit sur la voix intérieure de cette Dina qui, au fil de ce parcours, qui va durer donc un peu plus d'une heure, va être mise en situation avec un certain nombre d'éléments déclencheurs d'angoisse qu'elle va essayer de surmonter. Et ce livre, c'est donc le concentré de sa voix, donc de ses émotions à elle, qui sont bien sûr la peur et la peur quotidienne. Et tangible ou pas tangible, le fait est qu'elle vit dans cette peur, c'est la colère aussi. Pourquoi est-ce que je dois subir tous ces enjeux de violence? Et puis aussi une forme d'injustice. Pourquoi je suis une fille? Et pourquoi est-ce que les garçons, quand ils rentrent chez eux à 1h du matin, ils n'ont pas aussi la trouille de se faire violer, de se faire attaquer, de se faire insulter, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en 48 pages absolument magistrales, avec son style extrêmement proche des adolescents et rythmé, on va finalement comprendre ce que peut ressentir une fille quand elle est aujourd'hui dans la rue, tout ce qu'elle a hérité de son éducation, qui est une éducation dite bienveillante, mais toute l'angoisse qui se passe, quels sont les regards des garçons et l'attitude des hommes. Et puis le livre se termine sur une fin magique, puisqu'elle va confronter un de ses agresseurs pressentis, et elle va lui expliquer: la prochaine fois, quand vous croisez une fille dans la rue, pensez à l'effet que ça lui fait d'entendre des pas de quelqu'un derrière et qui ne se déclare pas. Donc je crois que c'est un texte magique qui peut parler à tout le monde, très court, très impactant. Les jeunes adolescents retrouveront ce qu'elles vivent et ce qu'ils vivent au quotidien, et ça peut vraiment contribuer à y voir plus loin. Donc bien sûr, c'est une forme de lutte contre les stéréotypes et leur présence très quotidienne. Un autre titre, et là on est sur les beaucoup plus petits, puisqu'on est sur une série d'albums qui est à partir de 4 ans, ça s'appelle très directement les stéréotypes filles-garçons. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas tant de livres qui traitaient très directement du sujet. Et pour les enfants, il y a beaucoup de livres pour les parents, il y a beaucoup de livres de manière fictionnelle, bien sûr, qui abordent les idées. Là, l'objectif, c'est vraiment que les enfants découvrent 3 histoires extrêmement quotidiennes. Je crois qu'on va voir quelques pages. On a 2 petits héros qui sont merveilleusement incarnés par Éric Veillé, qui les dessine avec beaucoup d'humour. Donc, les aventures de ces 2 copains, ça va se passer. Il y en a une qui se passe à l'atelier théâtre. Et dans l'atelier théâtre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le petit garçon qui prépare un rôle, il s'habille en princesse. Les autres garçons se moquent de lui. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va réagir? Donc on va vraiment explorer des stéréotypes extrêmement quotidiens à hauteur de comment ils se présentent à des enfants de 4, 5, 6 ans et comment ils peuvent éventuellement y répondre, dialoguer, échanger. Première chose, les identifier, se rendre compte, attention, c'est un stéréotype. 2, apprendre à en discuter. Et troisièmement, éventuellement, les surmonter. Donc on va évidemment explorer par cette très jolie histoire du théâtre le petit garçon qui veut jouer à la princesse. Mais en fait, finalement, c'est pas si terrible que ça. On va découvrir la fameuse scène de Noël où là, c'est dans le cadre familial où le grand frère reçoit un poupon. Il est absolument ravi. Et cette fois-ci, c'est le grand-père qui va incarner le stéréotype, qui va dire « mais ah bon, tu vas recevoir un poupon, mais vraiment tu aimes ?» Et toute la discussion va permettre, oui, les garçons peuvent aimer jouer à la poupée. Et la dernière histoire, très simple aussi, on est cette fois dans la cour de l'école et la petite fille a envie de jouer au foot avec les garçons qui disent non, les filles, ça ne joue pas au foot. Donc elle va revenir chez ses parents, en discuter avec eux, réinsister et finalement trouver. Donc, collection donc, développée par Isabelle Fillosa, la psychothérapeute, avec Virginie Limousin, et qui vraiment choisit de, surtout, il ne s'agit pas d'être donneur de leçons, c'est vraiment proposer aux enfants une prise de conscience. Donc voilà ce qui se passe dans ta vie quotidienne, voilà ce qui pourrait être normal et qui ne l'est pas, et qui pourrait être différent. Donc traiter de la question des stéréotypes, je crois que nous tous, éditeurs, éditrices, on a notre rôle à jouer avec différentes formules et collections, et qu'on peut parler des grands sujets dès le plus jeune âge. Il suffit d'y trouver la manière. Et là, voilà, entre Jovitech et Virginie Limousin, on traite bien du même sujet, mais de la manière qui peut correspondre
aux enfants. Et puis le documentaire, on en a vu des très beaux là tout à l'heure. Le documentaire, ça commence aussi très jeune. Et une des manières pour nous aussi d'être féministes et de montrer que c'est un sujet important, ça a été publié en fin d'année dernière, le Kiddy Doc des héroïnes. Je crois que tout le monde connaît Kiddy Doc aujourd'hui, l'encyclopédie de livres animés pour les enfants à partir de 5-6 ans. Des sujets fantastiques comme les dinosaures, la nature, l'espace, et des pourquoi, et j'en passe, et des meilleurs. Il nous a semblé absolument important de traiter dans cette collection extrêmement généraliste, accessible à tous, et surtout très interactive et très ludique pour les enfants. Là, on s'adresse aux enfants dès 6 ou 7 ans, de leur présenter toutes les héroïnes qui peuvent exister sur la Terre depuis longtemps et dans tous les espaces différents. Donc on a vraiment ce plaisir d'une lecture extrêmement ludique. Vous allez voir quelques images ici à l'écran. On présente à travers cette mécanique de questions-réponses et d'animation quasiment une centaine de femmes, même un tout petit peu plus, il y en a 102 au final, donc c'est d'une profusion extraordinaire. Et les enfants, filles et garçons, là encore on y insiste, qui vont lire cet ouvrage ou le manipuler, parce qu'ils vont vraiment s'y immerger, vont apprendre des milliers de choses. D'une part, ils vont trouver des potentiels rôle modèles dans absolument tous les domaines, parce que finalement on parle beaucoup de Thomas Pesquet, mais il y a aussi une astronaute fantastique qui s'appelle Madame Winston, elle est présente. On croit que Robinson Crusoe était le premier survivant qui était présent sur une île déserte. Il se trouve qu'il y a une jeune femme inuite d'Alaska qui a été la première à survivre 2 ans. Donc on va, pour chacun des grands archétypes du héroïsme, finalement, présenter, découvrir, connaître des femmes qui, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, il y a beaucoup de femmes contemporaines qui sont présentes dans le livre, peuvent donner des modèles aux lectrices et aux lecteurs. Et puis l'autre chose, au-delà de ces thèmes, bien sûr, il y a les thèmes classiques, les scientifiques, les artistes, les sportives. On a aussi des thèmes un peu plus étonnants et on a choisi de mettre l'accent sur les femmes militantes et les femmes de pouvoir, les femmes politiques. Et en fait, le début du livre, au-delà de cette exploration qui nous montre que les héroïnes, c'est tout un monde, on va commencer avec Olympe de Gouges, bien sûr, avec la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, découvrir ensuite comment les femmes ont obtenu leur droit de vote et ensuite découvrir les différentes thématiques. Donc voilà, un livre, je pense, les premiers échos qu'on a eu des parents, et c'est qu'eux aussi ont appris beaucoup de choses. Et merci à toutes les femmes d'aujourd'hui, que ce soit Florence Aubenas ou d'autres, d'avoir accepté d'ailleurs qu'on les représente dans ce livre et de s'être prêtées à ce jeu-là. Voilà un exemple d'une collection qui est présente absolument partout, que les enfants adorent, qui collectionnent, qui gardent longtemps, et où on a, je pense, un message extrêmement important à jouer sur les représentations. À qui je peux m'identifier? Qu'est-ce que je peux devenir demain? On parle beaucoup de l'effet Mathilda pour les adultes. Comment on en parle aux tout petits? On a dans la double page des sciences, on va découvrir qui a inventé l'ADN. On va découvrir que c'est une femme qui a inventé l'ADN. On ne donnera pas tout le détail à un enfant de 7 ans sur le fait que l'effet de Mathilda, que les 3 vilains chercheurs ont volé le prix Nobel et ainsi de suite. Ce n'est pas ça qui est important à ce stade-là. Ce qui est important, c'est que ces filles et ces garçons se rendent compte qu'il y a des héros, peu importe leur sexe, qui ont fait des aventures formidables. Et puis je termine par un livre qui n'est pas encore paru, donc je n'ai que la maquette en blanc, mais qui sortira au mois de juin. Donc on est très très heureux de finir de préparer, qui va s'appeler, le titre est un peu évidemment une provocation, Un dieu sur 2 est une déesse. C'est une anthologie illustrée écrite par 2 autrices spécialistes et illustrée par Clémence Paulet. Vous savez peut-être, chez Nathan, on est quand même un éditeur assez spécialiste de mythologie, on a beaucoup de collections. Il nous a paru important de justement travailler sur cette représentation des mythes et des héros qu'est-ce qu'il y a comme héros plus inspirant que la mythologie, et de raconter cette mythologie autrement. Finalement, Hercule, c'est formidable, Ulysse, c'est formidable, mais si on voyait Héra un peu autrement qu'à travers le regard de Zeus. Je prends cet exemple-là parce qu'il est proche de nous. Donc on va, dans ce livre, chaque déesse va présenter, il y en a 25 en tout, qui sont dans les différentes mythologies. Bien sûr, il y a la mythologie gréco-latine, donc on va trouver on va trouver Héra, on va trouver Athéna, mais on va aussi découvrir la mythologie plus ancienne, on va découvrir la mythologie égyptienne, où là on va découvrir les 5 déesses. Et bien sûr que Isis n'est pas que la gentille épouse qui a recousu son mari Osiris, elle est bien plus que ça. On va même aller plus loin, puisqu'on va découvrir aussi la mythologie de Mésopotamie, qui est vraiment aux sources de notre humanité. On va découvrir une déesse magnifique qui s'appelle Ishtar, qui est à la fois la déesse de l'amour, mais aussi la déesse de la guerre. Et puis on va explorer
mythologie nordique, celtique, asiatique, océanienne, 25 portraits de femmes. Bien sûr, il s'agit de d'abord rentrer dans leur récit, qui est absolument palpitant. Voilà, vous voyez ici à l'écran Gula, par exemple, qui est une des grandes guérisseuses de la mythologie justement mésopotamienne. Exemple, voilà, récit tout simple, la magie des illustrations. Oui, les femmes, dès les archétypes mythologiques, ont pu être médecins. Et vous savez que dans la vérité historique, et ça on l'apprend dans le Kilisdoc des héroïnes, nombre de femmes ont dû exercer la médecine de manière cachée parce que la société ne leur permettait pas. Donc voilà autant d'exemples dans ce livre-là qui bien sûr raconte ces récits inspirants, mais qui aussi, en chaque double page qui suit le portrait, donne des éléments documentaires à la fois sur la représentation de cette déesse, son origine, ou est-ce que ces liens de parenté, puisque la mythologie et les relations entre les dieux et les déesses sont très importantes. Donc ça, c'est notre nouvelle contribution parmi d'autres sur le thème du féminisme. Et en plus, ça permet de découvrir aussi de nouvelles mythologies. Et ça permet aussi de découvrir de nouvelles mythologies, ce qui bien sûr nous paraît extrêmement important, où tout le monde puisse s'y reconnaître. Et on va y trouver notamment Nimba, qui est une déesse africaine extrêmement importante, au même titre que la déesse japonaise. D'accord. Voilà. Pendant que vous parliez, il y a une personne derrière son écran qui se demandait à partir de quel âge À partir de 9 ans. Ok, d'accord. Et puis je voulais juste redire un mot et rebondir, parce qu'on a, je ne sais pas s'il me reste encore une minute, sur la question de la représentation et de l'illustration des stéréotypes, qui est quelque chose d'extrêmement important. On l'a vu, bien sûr, il y a tous les titres qui nommément affichent un objectif d'être féministe, et il y a aussi tout ce travail essentiel à faire sur l'illustration et la représentation. Nathan, on est éditeur de petite enfance, d'albums, de livres documentaires et de romans, mais vraiment dans tous les domaines. Et ça fait plus de 10 ans déjà, c'était en 2012, qu'on a lancé un chantier en interne en se disant voilà, attention aux représentations qu'on donne dans les livres les plus simples comme les plus complexes, du rôle de la fille, du rôle du garçon, du père, de la mère. Et quand vous feuilletez aujourd'hui des ouvrages illustrés de Nathan, vous aurez peu de chances de tomber sur un stéréotype genré. On a sorti il y a 3 ans, par exemple, un livre qui s'appelle « Comment on fait les bébés », qui était dans une collection très simple qui s'appelle « Questions-réponses », où d'une part, c'est un couple mixte en termes d'origine ethnique qui est représenté, et d'autre part, voilà, donc c'est un livre très simple pour expliquer comment on fait les bébés. Et on va voir, évidemment, le papa en train de changer la couche, on va voir le papa en train de porter le porte-bébé. Ça passe aussi par tous ces détails-là importants, et dans notre travail au quotidien, fait main dans la main avec les illustrateurs, de donner à voir une représentation des filles et des garçons qui soit équivalente. Et puis, on trouve aussi qu'il manque encore un peu de jeunes héroïnes pour la petite enfance, qui soient des héroïnes. Donc on a lancé par exemple avec Suzy Morgenstern et Charlotte Roderer il y a 2 ans, une petite héroïne de 3 ans qui s'appelle Perla, qui est à la fois impertinente, qui grandit, qui fait des bêtises, mais qui est d'abord et avant tout une petite fille. Et je pense que on a beaucoup d'héroïnes évidemment en fiction qui sont présentes, mais ça doit aussi descendre en âge par l'illustration et par le texte. Oui. Voilà. Merci Carola. On va passer, je vais recommencer ma phrase. Je vais vous donner la parole, Julia. Donc, vous avez fondé votre maison d'édition en 2018 pour accompagner la sortie du petit guide de la masturbation féminine, dont vous êtes l'autrice. En 2021, l'année 2021 en fait a été un petit tournant pour vous. Vous êtes lancé sur la jeunesse, vous avez lancé des ouvrages pour la jeunesse, et dans la foulée, vous avez aussi rejoint Pollen pour la distribution de votre catalogue. Est-ce que vous pouvez nous représenter un petit peu votre maison, ce que vous faites avec votre maison, votre ligne éditoriale, etc. Ça marche. Je vais me réveiller. En fait, moi, j'ai commencé, on va dire, j'ai un parcours de débutante, parce que j'ai commencé en tant qu'autrice. Et j'ai écrit le petit guide de la masturbation féminine que je mets ici. Et en fait, je ne voulais pas du tout me lancer dans l'édition. Mais comme je n'arrivais pas à éditer comme je souhaitais ce livre, parce qu'à l'époque, la masturbation féminine, ce n'était pas quelque chose qui plaisait beaucoup encore dans les librairies et dans les maisons d'édition. Mais j'avais très envie, en fait, parce que je vivais moi-même une métamorphose féministe à ce moment-là, sur ce sujet-là, de l'éditer. Et donc, petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas éditer toute seule,
À la base, c'était vraiment un one-shot. Je ne me suis pas du tout dit que je continuerais dans l'édition. Et en fait, ça a été une super aventure. J'ai adoré déjà travailler sur le livre, le lancer. Et puis, à ma surprise, il a eu du succès. Donc ça, c'était encore quelque chose de super pour moi. Et ce qui m'a ensuite donné l'envie de continuer à écrire, mais de lancer une maison d'édition, une toute petite maison d'édition indépendante, donc Better Call Julia, pour continuer à écrire des livres qui, moi en tout cas, me représentaient et qui étaient assez atypiques, et que je ne pense pas que ça aurait été cohérent de finalement les faire éditer ailleurs. Donc j'ai lancé en fait voilà, ce livre-là, et puis petit à petit, les femmes qui avaient lu en fait le petit guide de la masturbation féminine vivaient aussi cette métamorphose féministe, et je recevais beaucoup de questions justement sur comment, ok, nous on vit cette métamorphose, mais on n'a pas les clés finalement pour l'éducation de nos enfants, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu cette éducation-là nous-mêmes. On ne retrouve pas beaucoup de livres qui puissent nous apporter un soutien par rapport à nos questions. Est-ce que voilà, ça ne te dirait pas d'écrire des livres justement pour les enfants, pour parler de toutes ces choses-là, de manière assez populaire, c'est-à-dire que ma ligne éditoriale, finalement, je ne l'ai pas pensée, mais finalement, elle est très, très populaire, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas alors, une lectrice, à la base, pas du tout, je ne suis pas une lectrice éduquée, je n'ai pas fait d'études, et je n'avais pas finalement de bagage sur ni même les auteurs, mais encore moins les autrices, qu'il fallait lire, etc., etc. Et donc, je ne l'ai pas pris comme quelque chose comme un défaut, je l'ai pris comme une qualité en me disant, justement, je ne vais pas prendre les bagages. C'est peut-être le fait de ne pas avoir ces bagages-là, c'est peut-être une qualité pour partir de manière assez naïve, avec quelque chose qui représente notre époque et en fait ce qu'on vit actuellement. Et donc, le premier que j'ai écrit, c'était le petit guide de la foufoune sexuelle. Donc là, c'est une référence aux zizi sexuels de Zep. Parce que par contre, j'avais lu ce livre. Voilà, je ne lisais pas beaucoup de choses, mais celui-là, je l'avais lu. Et en fait, là, l'idée, c'était d'écrire un livre pour les... J'ai insisté vraiment sur le côté que c'est pour les filles et les garçons. Et tous mes livres, en fait, sont pour les deux. Et je trouvais pas du tout... J'avais pas du tout l'envie de faire un livre pour les filles qui parlent... en général de vulve, et pour les garçons qui parlent de pénis, etc. Je voulais que finalement, peu importe, tout soit dans un même livre et que chacun puisse s'intéresser à l'autre. Et en fait, ce qui représente beaucoup la maison d'édition Better Call Julia, c'est ça, c'est de créer un dialogue. Là, ça crée un dialogue entre les sexes, entre les genres, mais aussi entre les parents et l'enfant. Et en fait, c'est un livre à partir de 4 ans, avec au début vraiment une grande double page qui s'adresse aux grandes et aux grands, et donc finalement aux parents, aux référents, et qui va aider en fait à lire ce livre avec les enfants, mais d'une manière totalement ouverte, puisque en fait il n'y a que des questions ouvertes, et c'est pour ça qu'on peut le lire jusqu'à 12 ans, parce que vous voyez, s'il y a une question... Là, je prends quelque chose. Regarde de plus près. Alors là, c'est pas une question. Mais si voilà, quelle est la relation avec ton corps ? On ne répond pas. Enfin, l'enfant ne va pas répondre de la même manière à 4 ans qu'à 12 ans. Non. Et finalement, ça va permettre aussi entre les parents et leurs enfants de créer un dialogue sans devancer en fait l'enfant, puisque souvent, c'est les parents, ils me disent ah oui, mais comment je peux parler de ça à mon enfant, je ne sais pas s'il est prêt ou si elle est prête. Mais finalement, je dis avec les questions ouvertes, on arrive dans un premier temps à savoir ce que votre enfant sait, et souvent le corriger parce qu'il en sait beaucoup plus qu'on pense. Et puis aussi, finalement, elle a appris beaucoup de fausses informations à l'école ou ailleurs. Donc ça permet d'un premier temps de les corriger et de créer le dialogue. Et pour moi, ce dialogue, il fait partie du militantisme que je développe, c'est-à-dire c'est ce dialogue qui va permettre une prévention générale sur, en fait, les abus, les agressions sexuelles, le consentement. Parce qu'en fait, créer ce lien va permettre aussi à l'enfant déjà de comprendre
beaucoup mieux qui il est, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de son corps, qui peut en parler à ses parents. Et le jour où il faudra en parler, et j'espère pas, mais en tout cas, si à un moment il faut parler de quelque chose de dramatique, si on n'a pas parlé de quelque chose qui était déjà chouette, en fait, ça sera impossible de parler parce qu'on n'aura pas ce fil. Et donc de créer en fait ce lien permet par la suite de continuer aussi avec le tome 2 pour les adolescents, où là, c'est la même chose, avec une maturité un peu plus haute, puisque c'est pour les ados. Et on va parler de puberté, d'émotions, mais on va garder dans tous ces livres à chaque fois un aspect très philosophique, c'est-à-dire sur finalement, on n'est pas qu'un corps, forcément, et du coup, c'est qui on est dans ce monde. Et se trouver soi-même, mais dans le monde dans lequel on est. Et donc, on va parler, par exemple, là, dans le premier, on va commencer à parler du corps, voilà, on part de la Terre. Ensuite, on va arriver plus sur le corps extérieur pour aller petit à petit vers le corps intérieur, pour justement expliquer que la difficulté d'expliquer par exemple le clitoris ou la vulve, c'était que c'était quelque chose d'intérieur. Et ça nous permet aussi d'arriver à parler des sexes avec un traitement égalitaire. Parce que sur un schéma, si on ne parle pas de corps intérieur et que justement on va montrer juste les corps extérieurs, c'est beaucoup plus compliqué de parler d'anatomie sexuelle par exemple. Et donc ça continue sur le même schéma pour les adolescents. Et c'est finalement une réflexion sur soi-même, les autres, sa relation à ses parents, la relation à ses amis, ses premiers amours, etc. Avec, on en parlait, une représentation dans tous les livres qui est faite pour... Alors, c'est pas, comme tu disais, le sujet, mais tous les corps, par exemple, les femmes, c'est pas forcément que ce soit les parents, les papas qui s'occupent des enfants ou quoi que ce soit, mais c'est aussi dans la représentation des corps, les mères. Quand on explique comment on fait un bébé, elles ne sont pas minces, elles ne sont pas blanches, elles ont des poils. Voilà, une femme enceinte qui a des poils apparents. Voilà. Et dans le développement du corps des filles ou des garçons, par exemple, il y a une page si tu as une vulve, si tu as un pénis, c'est pareil en fait. On explique aux adolescents que les filles aussi vont avoir de la moustache qui pousse et que ce n'est pas que les garçons. Ça, c'est des choses, par exemple, que moi, je n'avais pas du tout appris. Et quand ça a commencé à pousser, la mienne, je me suis dit, c'est bizarre, je comprends pas. Donc, en fait, voilà, ça s'arrête, par exemple, c'est tout bête, mais dans la représentation même des parents, souvent, les papas, dans les livres d'enfants, sont plus grands que les mamans. Là, justement, on a essayé de faire l'inverse, de mettre plein de petites choses comme ça. Et ce qu'on retrouve aussi dans un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle La Grande Princesse, qui est en fait la version féministe du Petit Prince, où là, pareil, l'héroïne est une petite fille noire, mais c'est pas le sujet, on n'en parle pas du tout dans le livre, c'est juste une idée de représentation. Parce que voilà, je voulais écrire un livre pour ma nièce et du coup, elle est métisse, donc l'héroïne est métisse parce que c'est elle. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de aussi refaire du lien, parce que c'est un livre qui, à partir de 4 ans, mais jusqu'à 99 ans, un peu comme Le Petit Prince finalement. Et en fait, c'était dans Le Petit Prince, moi, c'était un des livres aussi que j'avais lu, même si j'en avais pas lu beaucoup, et que j'avais adoré. Et quand je l'ai relu, parce que je me suis dit, tiens, vu que je vais écrire pour les enfants, je vais lire un livre qui m'avait plu quand j'étais enfant. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de femme dans ce livre. Et je me suis dit, mais c'est fou, je m'en étais pas rendu compte petite, j'avais adoré ce livre, alors qu'en fait, je pouvais m'identifier à personne, peut-être à la rose, et encore, j'avais pas trop envie d'être une plante verte. Et donc là, en fait, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que la grande princesse, c'est une petite fille qui, pareil, cherche la planète à la taille de ses rêves, parce que sa planète est trop petite. Et donc, elle part voyager et elle va traverser 8 à 9 planètes. Et elle va rencontrer Rosa Parks, Simone Veil, Antoinette Fouque d'ailleurs, Greta Thunberg, Malala, Hélène O'Connell. Voilà, plein de femmes inspirantes. Et à chaque fois, il va y avoir un petit dialogue à la façon Le Petit Prince, assez naïf sur finalement qu'est-ce que c'est aller au bout de ses rêves, qu'est-ce que c'est chercher la planète à la taille de ses rêves. Et Simone Veil va lui apprendre
par exemple, la liberté, Rosa Parks, la désobéissance, Janis Joplin va lui apprendre à se décontenancer de son corps, la planète, justement, Hélène O'Connell, pardon, elle va apprendre à se connecter à son corps, mais c'est de manière, voilà, à partir de 4 ans, donc c'est pas... on ne le lit pas comme ça de manière très linéaire, hein, c'est très poétique. Et du coup, voilà, j'ai continué comme ça. Et la maison d'édition compte aujourd'hui très peu d'ouvrages, puisque j'en ai écrit 5 et aujourd'hui il y en a 7. Et je développe maintenant une collection avec d'autres autrices, parce que l'idée c'était pareil, d'offrir la possibilité à des femmes, leur premier roman, leur premier livre, on va dire, qui sont des livres aussi féministes et engagés. Donc là, les dernières parutions, c'est un livre de Maud Blondeau, Big Bang féministe, qui est en fait un livre sur un mélange de développement personnel et de féminisme pour expliquer un petit peu justement toute la métamorphose féministe que l'on vit actuellement dans notre société, vu que ça fait, on va dire, en 50 ans, on a eu plus d'évolution qu'en 2000 ans d'histoire et on les vit actuellement et on est un petit peu souvent déboussolé puisqu'on doit recréer des codes. Et tout ça est compliqué dans nos vies intimes, au travail, dans le couple avec nos enfants, dans la rue, le rapport aux hommes, le rapport entre femmes aussi. Et donc l'idée, voilà, c'est d'un chapitre un petit peu comme... c'est assez scolaire, mais c'est un peu comme un petit guide où, chapitre par chapitre, on va essayer de décortiquer pour trouver en fait son féminisme à soi. Et pas que le féminisme devienne une nouvelle injonction. Parce que, ah bah non, t'es féministe, il faut pas que tu t'épiles, sinon, nanana. Ah, t'es féministe, alors il faut que. Alors qu'en fait, au contraire, pour moi, le féminisme, c'est donner le choix aux femmes d'avoir le féminisme, c'est d'avoir le choix. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on est dans un féminisme beaucoup de la connaissance. Pas du tout de la transmission. Et moi, je le vois sur les réseaux sociaux, puisque j'ai un compte Instagram, Gang du Clito, où je poste du contenu féministe chaque jour. Et en fait, dès qu'on se trompe d'un petit E sur un mot, un point de vue, une actu qu'on a peut-être mal décortiqué, eh bien, en fait, c'est tout de suite, tu ne sais pas, tu es donc une mauvaise féministe. Ou je vois dans les commentaires, si par exemple, moi, comme je fais du féminisme populaire, des jeunes femmes vont commencer à comprendre quelque chose et décortiquer la pelote de laine du féminisme pour finalement se métamorphoser elles-mêmes, elles vont directement être attaquées parce qu'elles n'ont pas utilisé le bon mot ou le bon ceci, etc. Et donc moi je trouve que voilà, je milite pour vraiment un féminisme de la transmission, d'où La Grande Princesse, d'où ces livres pour enfants, etc. Et le dernier livre, c'est un recueil de poésie de Fia Morin-Kakou, qui est une autrice, poétesse ivoirienne, qui est venue étudier en France et en fait que j'ai rencontrée depuis le début. J'avais déjà publié un texte dans le premier livre, Le petit guide de la masturbation féminine. Donc c'est une autrice que je suis depuis le début, que j'aime beaucoup et que je vous encourage à lire. C'est Les mots de feu. C'est très court. Je pourrais vous lire par exemple un poème qui fait 2 lignes. Hein. Ça s'appelle Le cunilingus. Le cunilingus est-il un baiser ? Voilà. Et en fait, c'est plein de petits poèmes comme ça, de petits mantras qui sont très très beaux sur la femme sauvage, puisque c'est en tout cas la sémantique qu'elle a développée dans ce livre. Donc voilà, il y en a plein d'autres. Et c'est le dernier de Better Call Julia. D'accord, merci. Là, au cours de vos présentations, on a beaucoup du coup parlé de déconstruire les stéréotypes, de changer un peu les injonctions. Il y a une question qui est souvent revenue, en fait, qui est souvent remontée, qui a souvent été posée de l'autre côté de l'écran, c'est quid des garçons ? Comment on fait là, parce que là en fait on s'adresse aux filles pour essayer de leur montrer un petit peu tout ce qui se passe avec le féminisme, toutes les injonctions à ne pas prendre en compte ou à essayer de détourner, etc. Et quid des garçons du coup ?
Moi, sais ce pas qui qui me veut concerne, je vais bien répondre parce que je me suis posé la question aussi. Enfin, je me la pose depuis longtemps et que je trouve que aussi bien les parents que les éducateurs que les garçons eux-mêmes, tout le monde est un peu désarmé en ce moment. C'est-à-dire que comment réinventer l'éducation des garçons, comment se déconstruire soi-même quand on est mère de garçons. Et comment, voilà, et comment faire tout simplement. Donc moi je trouve que il y a un manque en ce moment assez cruel justement de livres qui pourraient aussi parce que c'est bien de faire lire aux garçons des livres voilà, des livres féministes, tous ces livres qu'on a présentés, mais je pense que la question, elle est à prendre vraiment à la source, elle est vraiment à prendre dès la toute petite enfance, vraiment dès les premiers moments, et voilà, je ne sais plus qui parlait c'est toi peut-être, les moments où la mère déjà sait qu'elle attend un garçon. Et je pense qu'effectivement, il y a un manque chez nous toutes de livres qui répondraient à ces questions-là. Je dirais, chez Nathan, on publie aussi des guides dits de parenting. Donc, on a publié il y a 18 mois maintenant un livre qui s'appelle très pratique. Ici, on réinventait l'éducation des garçons. Donc, effectivement, c'est des leviers importants et il y a une production qui démarre là-dessus. Voilà, pour l'instant, c'est un peu petit public, mais c'est important, ça existe. Néanmoins, bien sûr, les filles et les garçons alors, moi, je voudrais quand même réinsister sur le fait que nombre de ces livres traitant de sujets féministes sont destinés également aux garçons et pas seulement pour qu'ils aient conscience du fait que les filles, c'est formidable, bien sûr que c'est ça, mais c'est aussi que, tout simplement, l'histoire, elle ne se définit peut-être pas que par le fait que je suis fille ou que je suis garçon, et que dans les âges de l'enfance, de la découverte, c'est la série que vous montriez là de Pankambourakis que j'ai hâte de découvrir, qui est de montrer dans les phases de construction de l'enfant, bien sûr que sa sexualité, ou son genre est important, déjà il va être fluide, on sait qu'il va évoluer, mais que c'est pas forcément le critère premier dans lequel il doit interagir. Et donc je pense que c'est dans ce sens-là aussi que moi j'aimerais qu'on arrête de voir des livres roses et des livres bleus, des filles et garçons. Et on en voit encore aujourd'hui dans les rayons des librairies. Et bon, c'est parce qu'on lutte aussi sur toute une série de représentations qui sont celles des adultes. Parce que les enfants ont des stéréotypes et des représentations, mais les parents aussi. On a, nous, publié un livre il y a 2 ans sur le corps humain qui était rose. On a dit, vous êtes sûrs ? Rose, mais c'est un livre pour les garçons. On a dit oui, c'est un livre pour les filles et les garçons, mais faites-nous confiance, on va bien le vendre, il va se vendre aussi bien aux filles et garçons. C'est pas parce qu'il est rose que on va pas le vendre. Donc et les garçons alors, il y a aussi que tous les livres qu'on publie sur ce féminisme, il faut des livres de combat et on en a, et il y a des maisons qui en ont plus que d'autres bien sûr, mais il faut aussi laisser de la place dans, je vous trouve, les messages qu'on fait passer dans nos ouvrages de fiction ou non-fiction pour montrer que chacun a son rôle et que c'est pas l'un aux dépens de l'autre. On va peut-être pas passer d'un rapport de domination à un autre. Je pense que notre enjeu en subtilité d'éducateur et d'éditeur, il est dans la variété de ces messages et c'est tous ensemble qu'on tricote par tout ce qu'on publie. Je pense une représentation qui va faire avancer le bien-être de nos enfants, tout simplement. Les garçons sont aussi victimes de stéréotypes. Et les garçons sont très victimes de stéréotypes. Les filles sont victimes des stéréotypes dont souffrent les garçons, exactement. c'est clair. Voilà. Mais il faut reconnaître aussi que les filles sont quand même plus souvent victimes de violences et qu'il y a plus à les aider, elles, pour résister, pour se rebeller, que les garçons qui, en général, ont quand même encore beaucoup le beau rôle, dans la vie évidemment, mais aussi dans les livres. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire pour les garçons, mais il y a encore tellement de choses à faire pour les filles. Et le fameux masculin neutre universel est toujours à l'œuvre, y compris dans les livres. On considère toujours que quand on représente un écorché, pour parler de documentaire, c'est un corps de garçon ou d'homme, et ça vaut pour les filles. Et c'est encore très fréquent, évidemment, on a parlé beaucoup de contre-exemples, heureusement, mais il en reste encore beaucoup. C'est pas seulement le rose et le bleu, c'est aussi dans tous ces détails-là, toutes ces encyclopédies, ça a été étudié, où quand on veut parler du cerveau, on montre un corps d'homme, une tête d'homme, et quand on veut parler des intestins et du système digestif, on montre un corps de femme. Enfin, toutes ces petites choses-là, elles sont nous a posées sur le cerveau. On a publié des livres sur le cerveau, et une question des enfants, c'est est-ce que les filles et les garçons ont le même cerveau ? De écrire en clair, oui, les filles et les garçons ont tout un cerveau, et c'est le même. Après, chacun est différent, mais effectivement, c'est vraiment dans
toutes les Donc dimensions. c'est sûr que les stéréotypes, ça concerne tout le monde, ça c'est clair. Oui. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que les garçons, naturellement, ne vont pas aller forcément vers les livres vers les livres féministes. Pour moi, c'est aussi peut-être le rôle des libraires, peut-être de les orienter vers ces... Oui, moi j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de représentations de héros masculins, comme t'en parlais Julia, de dire qu'on a lu Le Petit Prince, donc c'est toutes bien identifiées au Petit Prince. Aujourd'hui, les petits garçons, ils peuvent s'identifier à une héroïne sans que ça les traumatise plus que ça, à mon avis. Il n'y a aucun problème pour ça d'avoir plus d'héroïnes aujourd'hui. Ça, Et jamais. justement, Ouais. est-ce qu'en librairie, tu vois des petits garçons prendre des ouvrages en main avec une petite fille en couverture, éventuellement, et que ça ne choque plus du tout, ou pas? Oui, non, que ça ne choque plus du tout. Les parents, tu veux dire? Alors, j'imagine que du côté de l'enfant, ça ne doit pas être trop Non, gênant, mais du côté ça. des parents, ça tique un peu plus. Après, ça dépend tout à fait effectivement des personnes. Il y a des gens effectivement qui, par exemple, même sur le papier cadeau, un jour on a voulu mettre un livre destiné à un petit garçon dans un papier cadeau rose, et effectivement, ça c'était le drame absolu. On a dit ça va aller quand même, je pense ils vont s'en sortir. Mais oui, non, il y a encore beaucoup de travail à faire, et je ne sais pas si c'est générationnel ou pas, mais effectivement, il y a beaucoup encore de grands-parents, par exemple, qui vont me dire ah, mais ça c'est pour une petite fille, vous m'avez entendu? Je dis oui, j'ai entendu. Et justement, enfin, comment on peut arriver à toucher les enfants, sachant que la littérature jeunesse, on a un parent derrière, un prescripteur derrière qui achète les ouvrages pour les enfants. Comment on peut faire en sorte à toucher les enfants tout en essayant de convaincre ou ne pas braquer, à minima, l'acheteur ou l'acheteuse? Ça, c'est plus effectivement la libraire qui va répondre. Moi, je trouve que après, on est maintenant dans des nouvelles générations de parents qui commencent à avoir fait, enfin, pour certains d'entre eux, fait un bout de chemin. Donc, ça avance pas vite, mais enfin, ça commence un petit peu à bouger. Et puis on espère que de génération en génération, ça va aller encore mieux. Mais Ça bouge, mais ça ne suffit pas et ça ne changera pas. C'est-à-dire que même à l'inverse, un référent, un parent qui achète un livre qui est inclusif et qui est féministe, mais à la maison, ça n'est pas du tout de toute façon, on sait que finalement l'enfant, c'est le mimétisme général qui va reprendre. Donc en fait, les livres, c'est des supports, mais ça ne suffit pas à métamorphoser l'éducation. Et en fait, chez les enfants, je pense que c'est d'abord un changement petit à petit chez les parents et de génération en génération, et ça va se faire petit à petit, parce qu'en fait, les enfants en soi, quand ils arrivent, ils n'ont presque rien. En fait, on leur met nous-mêmes très tôt, et moi je vois même en étant déconstruite et féministe, je me rends compte que tous les jours, je détricote un petit peu plus la pelote de laine et que je ne le suis pas totalement du tout, et que moi-même je transmets d'autres choses, etc. Donc c'est hyper compliqué, et en même temps c'est normal que ce soit hyper compliqué parce que c'est hyper ancestral. Enfin, je veux dire, on ne peut pas non plus en 4-5 ans se libérer de tout ça. Et encore une fois, on parle beaucoup du féminisme et de cette charge aussi mentale qu'on avait, nous les femmes, sur l'éducation, le travail familial, etc. Il ne faut pas aussi que ça devienne, si vous voulez, que ce travail émotionnel de changement repose encore une fois sur nous les femmes, et que toute cette métamorphose sociétale, ça soit en fait finalement les femmes qui se disent « Ah, il va falloir que j'éduque autrement mon enfant, ah tiens, dans le couple ça va pas, c'est moi qui vais aller voir le psy, etc. qui va porter finalement ce nouveau travail émotionnel et ce travail féminisme pour tout le monde aussi. Et je pense qu'il y a une part, c'est-à-dire que le féminisme c'est pour tous, c'est contre le sexisme, mais c'est pour les hommes et les femmes. Les livres, comme tu dis très bien, on n'est pas morte d'avoir lu Le Petit Prince et qu'il n'y avait pas de femmes. Donc en fait, voilà, je pense que tous les livres, il faut accepter que les petits garçons et les hommes, etc., rentrent aussi dans cet univers féminin, acceptent leur féminité, et puis sans que ça soit quelque chose de révolutionnaire en fait. C'est juste, il faut que ça devienne... L'importance de commencer tôt. Voilà, de commencer tôt et de ne pas chercher non plus l'injonction systématique. Et c'est ça aussi le danger de l'injonction qui du coup va exclure les garçons ou ceux qui se sentent pas à l'aise dans ce schéma. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important.
D'accord. Et là, dans tous les ouvrages que vous avez présentés, on voit que les thématiques sont très diverses et variées, que les portes d'entrée sont très très nombreuses. Et vous abordez un certain nombre de sujets. Vous parlez de la sexualité, vous parlez des règles, du sexisme, etc. etc. Est-ce qu'on peut véritablement parler de tout aux enfants ? Gros blanc. Oui. On peut passer à une autre question si vous préférez. Moi, je me suis fait insulter de pédophile et j'ai eu du cyberharcèlement pendant 6 mois à la suite du petit guide de la faune sexuelle. D'accord. Parce que je dévergondais les enfants et qu'à cause de moi, les nouvelles générations allaient faire l'amour à 6 ans et que j'allais créer des générations de pédophiles et que j'étais la Ligue pédophile européenne. Et Titeuf alors? Non, ZEP et tout ça, non. C'est toujours à partir du moment où on féminise les choses. Moi, je pense qu'on peut parler de tout. Après, notre travail, justement, en tant qu'éditeur, c'est de trouver les mots, les auteurs, les textes qui font qu'on peut parler c'est comme parler de la mort. On n'en parle pas de la même manière aux tout petits. Et pourtant, là, ils peuvent être confrontés très, très, très jeunes à la mort. Donc, la sexualité, c'est la même chose. Et au contraire, je pense qu'il faudrait en parler le plus tôt possible. Après, c'est aussi, dans l'éducation, c'est aussi le rôle des parents, c'est aussi le rôle des éducateurs de savoir à quel moment, par rapport à tel enfant, c'est bien d'en parler, parce que chaque enfant a ses questionnements à des âges différents aussi. D'accord. Et en librairie, est-ce qu'il y a des thèmes face auxquels, alors, soit les jeunes lecteurs et lectrices, soit leurs parents, soit les personnes qui les accompagnent, est-ce qu'il y a des thèmes face auxquels ils sont un peu plus frileux peut-être? Ou pas du tout? Je pense pas particulièrement. Après, effectivement, ça va dépendre, je pense, du développement de l'enfant. On a beaucoup de parents qui cherchent dans les livres des réponses à des problématiques précises. Et notamment, je pense à la thématique du consentement, qui est encore quand même assez peu explorée et pas sur toutes les tranches d'âge, notamment du consentement de son enfant vis-à-vis des autres. Il y a parfois des parents qui disent « Ah, mon fils ou ma fille, parfois elle se jette dans les bras de machin et de bidule et en fait, peut-être la personne en face n'a pas envie. » Comment lui expliquer aussi ça? Et voilà, comment expliquer dans les deux sens, que à la fois son corps, c'est son corps, et puis le corps des autres aussi a le droit à son respect. Ça peut être dans les deux sens. Et donc, voilà, on est plutôt à la recherche de thématiques précises. Après, pour ce qui est des thématiques qui ne voudraient pas être abordées, ça, je pense que... Bon, d'accord. Mais c'est vrai que je trouve que le sujet du consentement et des violences sexuelles est un sujet à la fois particulièrement important et particulièrement difficile à traiter selon les tranches d'âge. On peut très bien l'aborder par la littérature adolescente notamment. Voilà, on l'a fait nous avec Téchart, mais on peut aussi l'adresser pour les petits. Il n'y a pas de sujet de grand ou de sujet de grand pour les grands et de sujet petit pour les petits. Surtout quand on touche à ce type de thématique qui peut concerner les enfants très très jeunes. C'est vraiment une question de manière et c'est là où nous, on a sorti justement l'année dernière ce livre « Mon corps m'appartient » et comment est-ce que, à travers des scénarios, et mon corps m'appartient, c'est mon corps en tant que fille, c'est mon corps en tant que garçon, c'est effectivement le respect que j'ai de mon espace vital et comment je le fais respecter, comment je dis non. Et ça peut tout à fait, par le biais du dessin, puis aussi en allant chercher des personnalités comme auteurs qui soient emblématiques et qui rassemblent un public important. Je pense que les auteurs et les autrices ont un rôle important à jouer aussi dans le fait de faire entendre cette parole, la faire accepter et rassurer les parents sur le chemin. Et là, dans ce cas-là, c'était le cas d'Isabelle Fillosa et sa fille, bien sûr. D'accord. Merci, on m'indique que nous touchons à la fin de ce webinaire. Merci à vous 5 d'être venus. Merci à vous pour votre attention. Et puis on se retrouve lundi prochain, même heure, même lieu, pour la seconde partie de ce webinaire consacré au féminisme au rayon adulte cette fois-ci. Bonne journée.